S'il est une institution où ce geste de passeur, donc, qui intéresse notre séminaire, trouve sa raison d'être, c'est bien une cinémathèque. Avec sa programmation, vous le savez, de près de 800 films par an, issus de collections anciennes ou s'inscrivant d'ailleurs dans une actualité la plus contemporaine parfois, la Cinémathèque de Toulouse, deuxième du genre dans l'Hexagone, est un éminent lieu de passage. Passeur du patrimoine, la Cinémathèque de Toulouse ne l'est pas seulement par le biais de sa programmation et de toutes les actions que mène avec la passion qu'on lui connaît sa déléguée générale Natacha Laurent, qu'il nous faut ici évidemment saluer. Passeur, la Cinémathèque de Toulouse, elle est aussi pour une autre mission, un peu moins visible, qui est la sienne, à savoir conservatoire et de restauration. J'en veux pour preuve donc cette adaptation de 1925 des Misérables d'Henri Fescourt, qui nous réunit aujourd'hui et qui, après celle de 2011, nous revient dans une version teintée, inédite, grâce au travail effectué au sein de la direction du patrimoine du CNC par Béatrice de Pastre donc, et toute son équipe. Alors, si nous avons proposé de nous saisir ici de l'événement que constitue cette restauration des Misérables, c'est qu'elle creuse en outre notre problématique du passé au présent, d'une mise en abîme en effet tout à fait singulière. Cette restauration remet au présent un film d'autrefois qui, en son temps, s'était lui-même essayé à passer une œuvre patrimoniale de la littérature du siècle précédent dans le nouvel art de l'écran. Alors, avant d'entrer dans le détail de cette restauration et des différentes adaptations cinématographiques des Misérables avec Béatrice de Pastre, ainsi que dans le roman donc, avec Yves Reboul, fin connaisseur de l'œuvre hugolienne, quelques mots d'abord sur son auteur, Henri Fescourt, et le contexte dans lequel celui-ci est venu au cinéma, car je subodore que nombre d'entre vous ne connaît pas peut-être cet auteur, ni forcément ce contexte-là, du moins pour les plus jeunes. Pour ce faire, donc, je me suis appuyé sur ces espèces de, comment les qualifier, mémoires que constitue son ouvrage somme, La foi et les montagnes, ou Le 7e art au passé, publié en 1959, quelques années avant le décès du cinéaste. Je vous en mets donc une reproduction sur l'écran. Alors, né à Béziers, quelques mots, je vais prendre une petite dizaine de minutes pour situer le cinéaste et ce contexte dans lequel il a émergé, avant donc d'arriver aux Misérables. Alors, en quelques mots, né à Béziers, Henri Fescourt n'a guère plus de 15 ans lorsqu'il apprend au hasard d'une conversation au lycée de Carcassonne. Et oui, c'est un homme du midi de la France, où il suit donc ses études préparatoires au baccalauréat, qu'on avait réussi à animer la photographie. Comment ? Grâce au cinématographe Lumière, disait-on, invention dont son étourderie d'adolescent pensa longtemps qu'il s'agissait d'un nom composé de deux termes inséparables, et non que son deuxième était l'inventeur du premier. Bachelier en lettres et philosophie, Henri Fescourt part faire son droit à Paris, où il fréquente très vite les cercles des écrivains et des artistes du Café Vachette. Après sa licence et renonçant définitivement à la musique, qu'il pratique d'ailleurs depuis son plus jeune âge, car il s'estime donc mauvais exécutant, il arrête la musique. Fescourt travaille parallèlement à la Cour d'appel de Paris comme avocat stagiaire, emploi mal payé qui lui laisse à peu près les poches vides. Pour compléter, il entre à l'Intransigeant, fait important, vous allez le voir, en tant que reporter à la Pige. Il coule là des jours enviables à fréquenter salles de théâtre et de concert jusqu'au début des années 10. Tout à côté donc de ses activités de journaliste, Henri Fescourt poursuit sa carrière, on va dire, dans la magistrature, qui d'ailleurs le mène jusqu'aux plus louables fonctions, puisqu'il devient sous-chef de cabinet sous le gouvernement Briand. Mais continuant de mener la vie à grande guide, ce poste ne le laisse pas plus fortuné. Et c'est ainsi qu'un jour de janvier 1912, Fescourt se présente au théâtre Gaumont. On ne disait pas en effet encore studio. Où, paraît-il, on achète des scénarios, d'autant plus que ceux-ci, lui a confié un ami en le blaguant, d'autant plus que ceux-ci sont plus idiots.
Louis Feuillade, directeur artistique des établissements et natif de Lunel comme son père, le reçoit avec toute la distinction qui s'impose, eu égard à ses origines évidemment du Midi, mais aussi à la petite manière de réputation dont jouit le jeune trentenaire depuis que Flammarion a publié 2 de ses pièces avec succès. 8 jours plus tard, Feuillade lui achète un scénario complètement extravagant et au bout de quelques semaines lui offre même de devenir metteur en scène. Incrédule, Fescourt lui avoue ne rien entendre à tout cela. Ce à quoi Feuillade lui rétorque qu'il n'y a là rien de bien difficile, lui-même ne vient-il pas de la critique d'art tauromachique? En ces années-là, tout était possible, vous le voyez. C'est ainsi que Fescourt, parfois ahuri, découvre comment on fabrique sur un plateau de cinéma, on ne l'appelle pas encore le cinéma, plusieurs films à la fois. Comment Jean Durand, le metteur en scène, évidemment, il fait par exemple apporter avec un palan une vache écumant flanquée d'un petit bonnet de dentelle planté entre les cornes pour figurer, imaginez la scène, pour figurer le rêve burlesque d'un gendre dont la belle-mère hantait le sommeil. Certaines rencontraient en ces lieux une troupe d'illettrés et de débraillés. Fescourt est frappé par quelque chose, par la bonne éducation de cette foule de techniciens à tout faire, et parmi les acteurs et metteurs en scène, autre chose que la mauvaise tenue, les mœurs douteuses et l'argot des barrières. Dans un premier temps, convaincu comme à peu près tout le monde que le cinéma était plus ou moins du théâtre aux pièces résumées en tableau, comme on dit encore, Fescourt se comporte en dramaturge sans se soucier si son idée présente un intérêt, disons, spécifiquement cinématographique. Il n'apercevait pas encore clairement que le cinéma était capable d'exister par ses propres moyens, et même qu'il puisse, disons, exister en soi. Avec donc ces 3 premières bandes plutôt, 120 mètres, ces 3 premières bandes de 120 mètres ne lui attirent pas plus de compliments qu'elle ne le chasse de la maison Gaumont. Et le premier succès qui lui vaut une détente du patron aux yeux bleus acier Léon Gaumont, Fescourt l'obtient avec sa bande suivante, Fantaisie de milliardaire. Suivront environ une vingtaine de bandes, comme on dit encore à cette époque, puisque mes étudiants le savent, on parle d'un film en mètres et non pas en heures ou en minutes. Suivront donc une vingtaine de bandes de longueur variable où Fescourt fait en quelque sorte ses gammes avant que ne survienne la guerre, dont les conséquences sur l'art français de l'écran furent, on ne l'a pas assez dit, considérables. Permettez-moi une petite parenthèse. En effet, lancés dans le conflit, les nations européennes ne peuvent plus alimenter la demande en copie et c'est naturellement des États-Unis que vient le salut pour les exploitants. Durant 4 ans, l'Amérique expédie une production qui étonne, surtout par cette méthode inédite de faire varier les images. C'est la forme que prend soudain ce langage qui frappe. Cela doit vaguement évoquer quelque chose à mes étudiants qui composaient ce matin sur Griffith. Tous sont conquis par ces localisations, par ces notations visuelles, comme Fescourt les nomme donc dans cet ouvrage La foi et les montagnes, qui confèrent, ces notations visuelles, qui confèrent aux images une accentuation qui les impose. L'accessoire cesse d'être accessoire, vit à son tour, prolonge, amplifie, étoffe l'action, si bien que les choses inertes se chargent d'énergie. Soudain, c'est toute la nature qui participe au drame. D'anthropologie que le cinéma devient en quelque sorte cosmique. Et fait éclater avec évidence la rupture du cinéma, c'est là peut-être le plus important, avec le théâtre, inapte à cerner, disons, le détail plastique. Sans compter aussi toutes ces manières de faire qui déchirent le cadre inamovible du tableau et libèrent la caméra de la fixité, lui octroient la possibilité d'aller et de venir, de tourner sur elle-même, de bondir parfois, de parcourir en tout cas la surface d'un décor, jetant par là la semence d'un art qui passait aussi, découvrait-on, par le montage. Qui, avant 1914, aurait soupçonné que cette besogne ouvrière aurait quelques jours pour effet d'insuffler à l'œuvre un élan, une vigueur impossible à prévoir sans ce savant mélange, qui ne se contente pas d'un vulgaire assemblage de plans et de scènes inféodées à la seule continuité du récit, mais qui soudain se permet des coupures, des condensations, des ellipses, des inversions, des répétitions, des associations harmoniques qui hâtent le mouvement du drame ou bien le ralentissent, qui
Personne. Bref, il y avait eu le cinéma avant 1914, d'une certaine manière, disons, primitif. Il y aura après 1918, osons le mot, n'en déplaise aux Deleuziens dans la salle, le cinéma en un sens moderne. Après la guerre, qui le laisse d'une fragilité, d'une santé fragile, comme beaucoup de ses contemporains, Fescourt découvre donc cette espèce de révolution esthétique, on peut le dire. Tombé gravement malade, son ancien ami du film d'art, Louis Nalpas, qui s'est installé producteur à Nice, l'invite à venir se rétablir dans sa villa Liserbe, espèce d'antichambre, si vous voulez, des futurs studios de la Victorine. Celui qui produira une bonne part du renouveau cinématographique français des années 20, avec Abel Gans, Louis Deluc, Germaine Dulac, Marcel Lévesque, le met sous contrat et lui offre la possibilité de réaliser Matthias Sandorf, d'après Jules Verne. Ce film, qui remporte un vif succès, marque en 1921 le retour de Fescourt à la vie cinématographique et peut-être, comme il l'écrit donc toujours dans La foi et les montagnes, à la vie tout court. Si j'évoque Louis Nalpas, évidemment, je le fais un peu à dessein, car c'est dans le cadre de la puissante société des ciné-romans dont il a été nommé en 1922 directeur artistique, que fut en effet produit en 1925 Les Misérables. À l'origine, la Société des ciné-romans s'était consacrée à des films à épisodes édités simultanément en feuilleton dans de grands quotidiens. Et du poste d'observation de son journal, Jean Sapène, directeur général des services du matin, alors au zénith, il faut quand même le savoir, de sa fortune, mesure toutes les possibilités ouvertes à cette société de production. Il entre rapidement dans l'affaire, liquide l'ancien personnel, modernise et forme une nouvelle équipe de réalisateurs de bonne tenue à la tête de laquelle est appelé Louis Nalpas. Et on convient de produire 4 films par an et de les publier successivement dans 4 quotidiens qui forment ce qu'on appelle le consortium du capitaine d'industrie Sapène. Grâce aussi à des accords passés avec les salles, en 18 mois, la Société des ciné-romans passe du rang de productrice de céréales, disons malfamées, à celui de la firme française la plus en vue. Avec sa filiale Les Films de France, elle se lance alors dans la réalisation de films de prestige, adoptés d'œuvres universelles, dont Les Misérables, bientôt suivis par exemple Le Casanova de Volkov ou encore L'Argent de l'Herbier, là d'après Zola. Alors, comme il en avait déjà été autour des années 10 avec le film d'art, l'adaptation d'auteurs prestigieux, disons, tels que Hugo, obéit en fait à cette époque à un principe, disons, de légitimation du nouveau médium qui, auprès d'une certaine intelligentsia, passe encore pour un divertissement misérable et vulgaire, ne pouvant prétendre à l'auguste distinction esthétique notamment. Hugo offre de plus, remarque Martin Barnier assez justement, un intérêt particulier pour imposer le cinéma à ses débuts, en ce sens qu'il incarne, quelque part, si vous voulez, une figure consensuelle. Il fédère, 1, les exigences du public bourgeois, 2, la masse qui n'ignore rien du père spirituel de la Troisième République, dont elle apprend encore les textes sur les bancs de l'école, et à ce titre, l'auteur joue évidemment le rôle d'une fonction mémorielle. Et 3, enfin, Hugo satisfait une industrie soucieuse d'accroître sa rentabilité en la rendant surtout aussi légitime que possible. Alors, jusqu'en 1920, Les Misérables avaient fait l'objet de 2 petites bandes construites autour d'une scène remarquable du roman, comme par exemple Sur la barricade, en 1907, de la secrétaire Léon Gaumont, Alice Guy. Mais ce roman avait surtout fait l'objet d'une prestigieuse adaptation d'Albert Capellani, produite par la puissante Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, filiale de Pathé d'ailleurs, en 1912, film en 4 époques, sans tableau et d'une durée de 6 heures. Cela, évidemment, ne faisait que commencer, comme donc se propose de nous le rappeler immédiatement Béatrice de Pastre. Je peux t'interrompre? Oui. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont regardé hier l'émission à la Grande Librairie. Alors, dans la Grande Librairie, c'était une émission spéciale où on dépouillait les votes des auditeurs ou des téléspectateurs qui étaient priés de dire quel était le livre qui avait changé leur vie. Parmi ceux-là, il y avait Les Misérables. Et il s'est trouvé que Bunel a dit
que la première adaptation des Misérables a été réalisée en 1897. Est-ce que tu sais quelque chose de ça? Ah non. C'est une bande lumière. Ouais. C'est une bande lumière. Ouais, voilà. C'est ça. Mais c'est pas une Oui, adaptation des Misérables. Combien? C'est d'une scène. Une minute. Ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on raconte en une minute? Bah, c'est un tableau. Oui, c'est toujours pareil, c'est un tableau, une bataille scène. devant Hein. une toile peinte. Mm. Voilà, donc j'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, bien évidemment, des différentes adaptations, effectivement, cinématographiques. Hein. Je me suis contentée simplement du cinéma pour vous montrer, alors on va dérouler peut-être doucement la liste, pour vous montrer, voilà. Il y a à peu près 3 pages. Pour vous montrer à la fois et qu'effectivement la longévité de ces adaptations, que Les Misérables est un texte qui va être que le cinéma va s'approprier tout au long de son histoire, donc de cette bande lumière que j'ai pas fait figurer ici parce que c'est quand même quelque chose de très très anecdotique, à partir donc de Sur la barricade d'Alice Guy jusqu'au film américain qui est sorti en France l'année dernière, produit en 2012, une comédie musicale. Ce que je souhaitais vous montrer par là, c'est que au départ, ce sont des films, effectivement jusqu'au film de Capellani, assez courts, qui vont prendre un épisode du roman et centrer donc cette histoire, le scénario sur en fait un élément phare choisi par un réalisateur. Donc c'est effectivement la barricade pour Alice Guy, la première partie donc pour l'histoire de Jean Valjean et la rencontre avec Monseigneur Myriel, pour le film de Le Cheminot. Et après on va arriver effectivement à partir de Capellani à une des tentatives d'adaptation de la totalité du roman. Et ces tentatives, elles ont lieu bien évidemment en France, mais également aux États-Unis. Très tôt, comme vous le voyez, hein, dès les années 10 aussi, les États-Unis s'emparent du sujet et livrent leurs propres adaptations du texte, mais également le Japon. Et quand on déroule un petit peu la liste, vous verrez qu'il y a énormément d'adaptations japonaises. Hein, donc je pense que là, ça pourrait être pour certains d'entre vous, voilà, des travaux, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce texte d'Hugo a particulièrement frappé le Japon et voilà, qu'est-ce qui, dans ce texte, résonne peut-être avec la culture japonaise. Alors, adaptation extrême-orientale, mais également, vous le voyez, une adaptation mexicaine, une adaptation égyptienne, turque. Il y a, paraît-il, aussi une adaptation vietnamienne, mais que je n'ai pas réussi à retrouver. Donc, vraiment... une universalité de l'œuvre et une volonté de s'approprier ce récit dans les différentes cultures. Et le cinéma, justement, peut être là et un passeur peut-être plus efficace que les textes pour justement véhiculer les grandes œuvres d'une culture à l'autre. Alors aussi peut-être en termes de production, vous voyez Pathé a été l'un des producteurs qui s'est le plus attaché à l'adaptation des Misérables, tout comme une société japonaise dont je ne vous dirai pas le nom parce que c'est beaucoup trop loin pour moi et je ne le retiens pas par cœur, mais qui a fait 3 adaptations en fait du récit. Voilà, donc en plus un récit filmique qui a aussi attaché des sociétés de production, donc des cultures et des sociétés de production qui ont tenu à être fidèles à ce grand texte. Voilà. Alors, en 1925, le film de Fescourt prévoit donc d'être autant prestigieux et d'une durée équivalente au premier, on va dire, grand modèle de référence que constitue l'adaptation de Capellani de 1912.
Alors qu'il s'agisse entre le printemps et l'automne 1925 de déplacer toute l'équipe de la Provence où on tourne des extérieurs, donc en décor naturel, à la banlieue parisienne, en passant par les jardins du Luxembourg ou les studios de Joinville, on ne regarde pas à la dépense. Quoique le retrait d'un important associé étranger entraîna au bout de 4 mois de tournage un resserrement grave des dépenses qui, de l'avis de l'auteur, explique les inégalités du film. Je le cite à peu près. Notamment pour ce qui concerne les scènes d'émeute, prévues à l'origine pour être tournées non dans l'exiguïté, disons, d'un plateau à Joinville, mais dans d'authentiques rues à Paris, lesquelles auraient évidemment offert à la mise en scène, outre un gain de réalisme, une plus grande variété de profondeur, de mouvements de foule notamment, et d'échelle, de plan, je veux dire. La Société des Ciné-Romans ne pratiquant pas la politique des vedettes, pour le choix des acteurs, on laisse à Fescourt à peu près toute liberté. Et il confie ainsi le rôle de Fantine, ainsi que, chose étrange peut-être, celui de Cosette jeune fille, qui a à peu près entre 15 et 16 ans au moment de la rue Plumet dans le roman, à Sandra Molivanov, donc actrice âgée de 33... Milovanov, actrice âgée de 33 ans, que le cinéaste a connue d'ailleurs chez Feuillade, où cette ballerine débarquée à Monte-Carlo avec les Russes blancs chassés par Octobre a fait ses gammes. De même en est-il de la Thénardier, alias René Carr, l'abonné des plateaux de Feuillade. À Jean Touloux revient de jouer le terrible Javert, vous le voyez apparaître en haut, à peu près aussi raide qu'une barre de métal, et ainsi de suite pour toute la galerie de personnages très justes dans l'ensemble, on pourrait dire même tous aussi justes les uns que les autres, dont Suzanne Nivette en Éponine, une étonnante Éponine, jusqu'à Gabriel Gabriot, donc en Jean Valjean, Monsieur Madeleine, dit Monsieur Leblanc, ou encore Ultime Fauchelevent, ainsi qu'en Champmathieu, il joue le rôle de Champmathieu aussi dans le film, ce qui deviendra une espèce de lieu commun dans les adaptations d'ailleurs. Acteur peu connu, Gabriel Gabriot, venu du Casino, qui fut tout de même moins évident à faire admettre à la production, car elle attendait pour Jean Valjean un acteur de renommée internationale, voilà, du type Harry Bohr, comme ça serait le cas en 1934 pour l'adaptation de Raymond Bernard. Alors, s'agissant du film lui-même maintenant, à l'exception de son sujet, c'est l'œuvre exclusive et complète de Fescourt. Il en assume seul, écrit-il donc dans ses mémoires, l'adaptation littéraire, le découpage technique, la mise en scène et la rédaction des intertitres. Conscient que Hugo pèse sur lui de toute sa puissance, disons, titanesque, dans un entretien qu'il donne juste avant le démarrage du tournage à Ciné Magazine, le 10 avril 1925, Fescourt livre les grands principes qui présideront à sa démarche. Voilà ce qu'on peut lire dans cet article, entre autres choses. Le film suivra le roman. Les scènes et leur enchaînement affecteront, toutes comme lui, la forme narrative indispensable, mais elles seront traitées, vues, présentées de telle sorte que l'esprit s'en dégage, que tout ce qui est intérieur vive intensément et que la pensée du poète qui anime les mots qui disent vienne animer aussi fortement l'image qui montre. Alors ce serment de fidélité à l'œuvre littéraire, jusqu'où Fescourt l'a-t-il respecté? Alors voyons peut-être cela avec notre ami Yves Reboul. Bien. Alors oui, cette question de la fidélité, en effet, elle était au cœur même du film. Et c'est peut-être une certaine originalité, parce qu'il faut rappeler quand même que depuis que les films muets s'étaient brusquement rallongés autour de 1907-1908, on avait tapé abondamment dans le patrimoine littéraire sans trop se soucier, on m'entend là, oui, sans trop se soucier de cette question de fidélité. Bon. Mais pour Fescourt, visiblement, je ne connaissais pas le texte que tu viens de lire, cela a évidemment un sens. Et pourquoi ? Parce qu'on a rappelé ça effectivement sur la politique d'ensemble de la boîte de production. Il y avait déjà dans sa démarche quelque chose qui anticipait un peu sur ce qui serait ultérieurement la qualité française, qui, des années plus tard, bien sûr, va se donner aussi pour mission, avec des succès tout à fait divers,
d'illustrer, d'adapter le patrimoine culturel français, en grande partie évidemment avec un discours justificatif qui consistait à dire que le cinéma français était un cinéma de culture contre les barbares américains, etc., etc. Bon. Mais incontestablement, la démarche de Fescourt, quand on voit le film, est très largement une démarche de fidélité volontaire. Et il le peut d'autant mieux qu'il est, c'est une vérité de la palisse, dans le cadre du muet. Je parlais tout à l'heure de cette émission d'hier soir, et on a bénéficié de la séquence inaugurale du film, du téléfilm de José Dayan, Dialogue d'Henri Decoing, et je me suis régalé à écouter, en quelque sorte, le texte que Decoing a plaqué sur l'œuvre de Hugo, qui est, permettez-moi de vous le dire, à se rouler par terre. Bon, alors évidemment, dans le cadre de Fescourt, il n'y a pas ce problème. Les intertitres, d'ailleurs, assez souvent, reprennent des fragments du texte de Hugo, et c'est donc très nettement une démarche de fidélité. D'ailleurs, en plus, je dirais que la forme même de ce que j'appellerais, permettez-moi de dire le serial, si vous voulez, appelez-le autrement si vous le souhaitez, permet ça, parce qu'il bénéficie de la durée. Il bénéficie de la durée comme Hugo en bénéficie en quelque sorte en faisant un roman qui était gigantesque, même par rapport aux normes de l'époque, et qui d'ailleurs a paru en plusieurs étapes, et que Hugo avait conçu en quelque sorte comme, comme concurrence en réalité, il faut bien voir ça historiquement, non pas au roman lui-même, mais à la tradition épique. Tradition épique qui elle-même joue sur la durée, bien entendu. Et tout cela explique que quand on compare les deux œuvres, ce qui est évidemment un peu absurde du point de vue purement diégétique, on se dit qu'en définitive, à peu de choses près, rien ne manque. Alors j'ai regardé ce qui manquait, en quelque sorte, évidemment, il y a des détails, mais qu'est-ce qui manque de significatif, ou de relativement important par rapport à l'œuvre de Hugo? Il manque un personnage, ce personnage c'est le père Mabeuf, et il manque un épisode, c'est l'épisode bien connu de l'éléphant. Épisode qui est centré sur le personnage de Gavroche, lequel recueille les enfants en perdition, là, et les installe dans cet éléphant de carton, je ne sais plus exactement en quelle matière c'est fait, qui effectivement avait existé. Bon, mais c'est tout. Et cela ne veut pas dire, bien entendu, il est bon de le préciser au passage, que le personnage de Gavroche lui-même soit en quoi que ce soit sacrifié dans l'adaptation de Fescourt. Il est tout aussi important et il joue un rôle tout aussi significatif que dans l'œuvre de Hugo. Donc, de ce point de vue-là, qu'on appellera le point de vue diégétique, l'œuvre de Fescourt est effectivement une adaptation qui joue réellement la carte de la fidélité et aussi, dit-il, de la fidélité à l'esprit de Hugo. Nous allons voir que ce n'est pas totalement vrai, hein. Alors, ce qui manque quand même par rapport au roman, et pouvait-il en être autrement, c'est une dimension fondamentale du roman de Hugo, ce sont les digressions. Le roman de Hugo est caractérisé par ceci, c'est une de ses innombrables caractéristiques, qu'il y a un récit, bien entendu, mais Hugo passe son temps, de loin en loin, à aller à droite et à gauche, il s'interrompt pour dire son mot sur une question d'actualité, etc. Tout ça, bien entendu, ne pouvait pas passer tel quel dans le récit. Et quand même, il faut reconnaître que dans l'œuvre de Fescourt, il y a une carte qu'il n'a pas jouée, qui aurait pu être une sorte de petit équivalent, il n'a pas utilisé tellement dans cette perspective les cartons. Par exemple, de ce point de vue-là, c'est très frappant qu'il y ait une différence assez considérable avec la façon dont l'envisage Griffith. Par exemple, dans Intolérance et plus encore dans Les Deux Orphelines, Griffith ne s'est pas gêné pour utiliser les cartons. Dans Les Deux Orphelines, c'est flagrant. Par exemple, c'est un film qui est de 1920 ou 21, quelque chose comme ça. Et dans les cartons, il dit carrément « Ah oui, les Jacobins, ce sont les bolcheviks, n'est-ce pas ?» Comme le film était de 1921, on comprend très bien ce dont il s'agit. Bon, et ce genre de démarche, Fescourt ne l'a pas du tout adopté dans son film. Or, chez Hugo, les digressions ne sont pas véritablement des digressions. Le mot digression, au fond, ne convient pas. Et là, il faut essayer de revenir sur quelque chose que j'ai déjà esquissé tout à l'heure, c'est que Les Misérables sont quelque chose dans l'esprit de Hugo qui n'est pas véritablement un roman. Il y a des textes de lui, de l'époque, dans lesquels il dit très clairement, parce que Hugo observait autour de lui l'évolution sociologique aussi de la littérature, il dit très clairement, bon, la tradition culturelle de l'âge classique est morte, et elle reposait en grande partie sur la prééminence de la poésie, et au sein de la poésie, sur la prééminence de l'épopée. On voyait ça dans l'éducation scolaire, on vous apprenait Virgile, Homère, etc. Bon, aujourd'hui, ça c'est fini,
Et d'autre part, il y a un genre qui était méprisé jusque-là, hein, une littérature de femmes de chambre, et qui est en train de devenir le grand genre, qui est précisément le roman. Et il fusionne en quelque sorte ces deux remarques en disant, mais c'est très bien, l'expression qu'il utilise, c'est « on va mettre Homère dans le roman ». Et de ce point de vue-là, Les Misérables sont la réponse à cette question, précisément. Ce qui veut dire que quand on les situe dans l'histoire du genre romanesque au XIXe siècle, on met quelque peu à côté de la plaque. Les Misérables, ça n'est pas vraiment un roman dans l'esprit de Hugo, c'est un roman épique, ou une épopée romanesque, comme on voudrait dire. Et c'est ce qui explique en grande partie cette présence des digressions, parce que Hugo s'est réapproprié la tradition de l'épos poétique, c'est-à-dire celui dans lequel celui qui dit le texte épique a une voix constante qui est prépondérante, il ne se gêne pas pour faire ce que nous appelons, nous, des digressions, etc. Et par conséquent, cette logique, c'est celle qui est véritablement celle de Hugo et qui donnait au roman, en grande partie, sa dimension et sa profondeur. Je vais citer un seul exemple ici. Au moment où Hugo arrive dans la partie de la barricade, qui s'appelle L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis, il y a une grande digression dans laquelle il commence à parler de Louis-Philippe, parce que nous sommes au moment de l'insurrection de juin 1832, et il y a ce problème du régime de la monarchie de Juillet contre lequel les insurgés vont se lever. Et alors, il y a d'abord un texte sur Louis-Philippe. De ce texte de Louis-Philippe, il passe à ce que c'est que la bourgeoisie. Puis, qu'est-ce que c'est que l'ordre social, au propos duquel il fait toutes sortes de comparaisons, voire de métaphores. Et pour finir, évidemment, c'est dans cette métaphore globale de la société que trouve sa logique, hein, la scène de l'égout, qui va terminer, puisque l'égout, ce sont les bas-fonds de la société, un ordre social qui est hiérarchisé et qui est solidifié. Bon. Alors, ce genre de choses, évidemment, c'est quelque chose qui est fondamental dans le discours à la fois épique et romanesque de Hugo, et que Fescourt ne peut pas reprendre, bien entendu, et n'essaye même pas de reprendre. Ceci parce que, là, on peut dire, c'est l'autre grande question que l'on doit poser, que la dimension idéologique du roman, qui est fondamentale, est quelque peu négligée par Fescourt, et très probablement volontairement. Ça, je ne connais pas suffisamment le personnage et son œuvre pour y répondre, mais c'est tout à fait clair. Et ça, on peut le voir à deux choses qui sont essentielles. Il y a une politique des Misérables dans l'esprit de Hugo. Les Misérables sont un roman politique à l'époque. La meilleure preuve, c'est la façon furibonde dont ils ont été accueillis à la parution en 1862 par, je dirais, tout ce qui était réactionnaire. Par exemple, Barbé d'Aurevilly a fait une critique absolument incendiaire de ce roman. Bon, d'abord parce qu'évidemment Hugo était pour lui malheureusement un concurrent victorieux, ce qui ne se pardonne pas. Mais il y avait aussi une autre raison, c'est que Barbé parlait de son point de vue de catholique traditionnaliste, et il voyait bien que l'essence du roman était un discours idéologique qui était l'humanitarisme progressiste. Et bon, donc, il n'y a pas de doute que Les Misérables sont un roman non pas seulement engagé, mais qui a des fondements idéologiques très importants. Or, ça, Fescourt le néglige très largement. Je vais en citer un exemple qui est extrêmement frappant. J'ai parlé des manques tout à l'heure. Il y en a un que j'ai négligé et dont je fais état ici. Le roman commence, comme chacun sait, et le film aussi, par l'histoire de Monseigneur Myriel. Alors, Monseigneur Myriel, il est oratisé, comme tu m'as dit dans le film. Bon, c'est une figure de saint, mais dans le roman de Hugo, bon, c'est un évêque qui vit dans la pauvreté, chose étrange à l'époque. Il va visiter ses ouailles sur une mule, si j'ai bonne mémoire. Il est évêque de Digne, donc un âpre pays, montagneux et pauvre. Hein. Mais il y a un chapitre qui a disparu. Ce chapitre s'appelle « L'évêque devant une lumière inconnue ». Et il consiste en ceci, c'est que Monseigneur Myriel, qui est évêque, catholique donc, dans le contexte de la Restauration, l'époque où Hugo a eu 20 ans, donc, et qu'il connaît bien. Il ne faut pas oublier que Hugo a commencé sa carrière non pas en humanitariste progressiste, mais au contraire en réactionnaire, monarchiste, dans la foulée et dans l'entourage de Chateaubriand. Donc c'est une époque qu'il connaît bien. Et donc l'évêque est évêque dans ce contexte-là. Or, l'évêque, à un moment donné, une fois, est appelé au chevet d'un mourant. Et ce mourant, c'est un ancien conventionnel. Et c'est ça, la lumière inconnue dont parle Hugo. Cette lumière inconnue ne va pas convertir Monseigneur Myriel, il restera sur ses positions. Mais il a un dialogue avec ce conventionnel, dans lequel, par exemple, il parle de la guillotine
de la terreur, du tragique destin de Louis XVII et de la question de la violence en politique. Et le conventionnel jacobin justifie au fond la révolution. Il dit voilà, évidemment, la violence, nous l'avons exercée, mais elle avait été exercée longuement contre le peuple avant nous. Et par conséquent, Monseigneur Myriel sort de ce dialogue tout songeur. Et c'est évidemment le premier moment où, dans le roman, le thème révolutionnaire est introduit et où la logique politique qui finira par être celle du roman apparaît. Or, ça disparaît de l'œuvre de Fescourt. Alors que ça, si les digressions et les cartes, etc., étaient très difficiles à reprendre, là, il y avait potentiellement une séquence qui pouvait parfaitement être tournée et qui aurait joué la carte de la fidélité à Hugo. Elle disparaît. Il y a d'autres détails qui montrent qu'il n'a pas joué la carte du roman politique. Par exemple, il y a un moment donné, comme préface à l'épisode révolutionnaire du roman, il y a un carton sous la Restauration. Non, pas exactement. C'est au moment où Marius va pour la première fois prendre contact avec son père. Et il dit, sous la Restauration, il y avait de violentes oppositions entre bonapartistes et légitimistes. C'est tout. Point final. Comme description des enjeux politiques entre 1820 et 1840, disons, c'est peut-être un peu court. Mais évidemment, bon, ça permet simplement de faire rentrer dans le récit quelque chose qui devait évidemment y être, c'est le changement de front de Marius, élevé par Gilles Normand dans le traditionnalisme et l'idée que son père était un bandit bonapartiste, et un père qu'il retrouve évidemment, et Marius, du coup, va changer complètement de position politique. Donc, on ne pouvait pas l'éliminer. Mais évidemment, là, une fois de plus, Fescourt a fait le minimum. Et puis, il est évident que la figure des jeunes révolutionnaires a été largement édulcorée, en particulier à cette figure d'Enjolras, qui est fait dans le roman des discours extrêmement longs, abondants, nourris, figure, on dirait, du révolutionnaire fanatique et intégriste, dans ce sens, qui informera, je vous le signale en passant, la figure, pareil, des révolutionnaires terroristes dans Les démons de Dostoïevski, qui était un grand admirateur des Misérables, soit dit en passant. Donc tout ça montre que, finalement, il y a, bien sûr, Fescourt tourne dans le cadre de la Troisième République triomphante. Il tourne en plus dans le cadre d'une Troisième République juste après la guerre de 14, dans lequel il y a un unanimisme national autour à la fois de la République elle-même, telle qu'elle est, et de la figure de Hugo, qui en est un des pères fondateurs. Et donc, la dimension politique polémique, en quelque sorte, ou potentiellement polémique, n'est pas son affaire. Et donc, il la laisse de côté. Mais surtout, il y a un autre aspect de la question que Fescourt, non pas néglige cette fois, mais au contraire gauchit carrément, qui est la dimension religieuse du roman. Il faut savoir que Les Misérables, là aussi, il parlait de Hugo, figure fondatrice de la République, Les Misérables sont un roman fondamentalement religieux. Pas évidemment au sens, et c'est là le point, où on est tenté de le penser actuellement, que un roman religieux au XIXe siècle, ça doit être un roman catholique, que non pas. Bon, évidemment, pour en prendre la mesure, il faut savoir que lorsque le roman a paru en 1862, la jeunesse, la nouvelle génération, on dira, les jeunes républicains qui avaient 20 ans à ce moment-là, qui commençaient à envisager de lutter contre le régime bonapartiste, le Second Empire, et de renverser la vieille société, pensaient tous que ce qui allait avec la révolution, avec le progrès de l'humanité, c'était l'athéisme. La génération républicaine et socialiste éventuellement, qui a 20 ans dans les années 60 du siècle, est une génération pour qui l'athéisme va de soi, majoritairement. Une figure typique qui incarne cette révolution, cette génération plutôt, dans le contexte français, c'est évidemment Jules Vallès. Or, ces gens-là vont faire un accueil, disons, pour être gentil, mitigé aux Misérables. Et pour ce motif. Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas en dire du mal, vraiment. Parce que Hugo, c'est l'homme qui est exilé à Guernesey, qui a toujours refusé le régime bonapartiste, qui, à cet égard, est un héros de la République. Bon, quand il rentrera à Paris, après la chute de Napoléon III, il sera l'objet d'un accueil absolument enthousiaste, bien entendu. Et il sera un des pères fondateurs de la République. Oui, mais Hugo appartient à une autre génération. Il appartient à la génération, on dira des 48 arts, pour être simple, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, il appartient à une génération pour qui le catholicisme est mort, mais non pas la religion. Et
Hugo a une religion personnelle, tout le monde le sait. Il a fini par adhérer à une vision un peu gnostique du monde, en quelque sorte. Mais, en tout cas, il croyait ardemment en Dieu. Et pour eux, en 1848, quand la Révolution a éclaté, c'était quelque chose qui était, au fond, qui avait un contenu religieux évident. C'est l'époque dans laquelle on parle du sans-culotte Jésus-Christ, etc., etc., où les curés, très souvent, en 1848, bénissent ces arbres de la liberté. Il y a une sorte de coalescence entre l'esprit révolutionnaire et l'esprit religieux qui disparaîtra totalement ensuite. Et Hugo appartient à cette génération-là. Je ne peux pas me développer parce que ce serait trop long, là. C'est ce qu'on appelait, à l'époque, cette idée était baptisée généralement la religion de l'avenir. L'idée, c'était que le catholicisme était mort, mais que la société nouvelle, issue de la Révolution, allait forcément accoucher d'un esprit religieux nouveau, rénové. Et évidemment, c'est ça qui pénètre absolument Les Misérables et qui explique, par exemple, que dans le roman, lorsque Cosette et Valjean trouvent refuge dans le couvent de Picpus, Hugo saisit l'occasion pour faire toute une digression qui occupe 2 ou 3 chapitres sur qu'est-ce que c'est que les couvents. Et qu'il n'est pas de bon ton de s'en moquer. Que lui, il ne s'en moque pas. Parce que les couvents, ce sont des gens qui ont voué leur vie à Dieu, et ça, c'est infiniment respectable. Et ça, bien entendu, ça disparaît totalement. Il y a Fescourt. Et il y a une séquence, peut-être la plus importante, la séquence finale du film dans lequel cela apparaît de façon éclatante. Dans le dernier chapitre des Misérables, Valjean agonise avec Cosette et Marius, chacun d'un côté. Là, c'est repris dans des plans tout à fait iconiques du film. Et à un moment donné, il désigne le crucifix qui est pendu au mur. Et après avoir dit « Je suis peuple », il dit « Voilà le grand martyr, Jésus ». Ça ne signifie pas du tout de la part de Valjean une adhésion au christianisme. Cela signifie que pour lui, dans la logique de 1848 un petit peu, le Christ a été une incarnation du peuple, justement. Et que lui, en tant qu'homme du peuple, est au fond un martyr, comme le Christ l'a été. Et donc il assume de ce point de vue-là l'héritage du Christ. Or, quand vous verrez le film, ce qui arrivera, j'espère, vous verrez que dans cette séquence finale, Fescourt fait agripper un crucifix, littéralement, à Valjean, qui passe son temps pendant, je ne sais pas combien de plans, pendant toute la séquence finale, et ceux qui ne connaissent pas le contexte peuvent et doivent penser que ce brave Valjean, probablement, s'est converti au catholicisme le plus ardent, ou quelque chose comme ça. Or, c'est pas du tout ça dans le roman de Hugo. Et là, il y a par rapport à Hugo une infidélité majeure, je dirais. Bon. Alors, pour finir, parce que ce serait interminable, je dirais que oui, Fescourt a été fidèle à Hugo. Il a été fidèle du point de vue diégétique. Il a été même très fidèle, selon une logique stylistique, je dirais, puisqu'il ne cherche pas à faire des petites séquences théâtralisées, mais au contraire, il adhère à la grande coulée du roman. De ce point de vue-là, il y a une fidélité absolue. Mais je pense qu'on peut dire qu'il a été fidèle à un Victor Hugo un peu officiel. C'est-à-dire que la République, précisément, avait gommé, par exemple, cet aspect de Hugo, l'aspect religieux, et Fescourt fait exactement la même chose. C'est au fond, il magnifie une icône de la culture nationale et une icône de la situation politique telle qu'elle était autour de 1920. Voilà, cher ami. Merci. J'ai parlé 20 minutes. Alors, pour compléter les précisions apportées par Yves à l'instant, et donc derrière le serment de fidélité que je vous citais tout à l'heure à travers cet article, cette interview qu'il avait donnée à Ciné Magazine, je vous la relis. Le film suivra le roman, les scènes et leur enchaînement affecteront, tout comme lui, la forme narrative indispensable, mais elles seront traitées, vues, présentées de telle sorte que l'esprit s'en dégage, etc. Alors, excuse-moi, j'ai oublié un truc. Je peux le dire ? Alors, vas-y. Oui, je voulais dire quelque chose qui va tout à fait dans ce sens que je viens de dire. Beaucoup d'entre vous, enfin une partie d'entre vous, le plus possible j'espère, auront vu l'an dernier, oui, la mise en scène magnifique au TNT de Mangerontil, du Théâtre en Liberté. Or, dans Mangerontil, il y a, dans l'interminable tirade, l'avant-dernière tirade, on parle de tout, et à un moment donné, le personnage dit « Bon, d'accord, la monarchie c'est fini, etc. Pour ce qui est de la question de Dieu, dit-il, on en reparlera. » Et j'ai remarqué que la mise en scène de Pelli ne mettait pas du tout
ses deux verres en avant. Et ça, c'est tout à fait caractéristique. Et c'est un peu ce que fait Fescourt. Excuse-moi. Donc, pour compléter ces précisions, derrière le serment de fidélité, même s'il va pointer quelques éléments manquants, on va dire, les déclarations de Fescourt, que je citais tout à l'heure, sonnent aussi dans un autre sens. Je dirais, moi, personnellement, alors là, je me plaçais du point de vue plutôt du cinéma que de la littérature, c'est quelque part une véritable profession de foi qui rattache le cinéaste déjà au courant naturaliste, on va dire, pour aller vite, d'Antoine et de Baroncelli, lequel, il faut savoir, irriguait le cinéma français des années 20. Mais elles disent... peut-être surtout son souci, si elles disent son souci de lisibilité du film, la plus complète d'un drame accessible d'ailleurs. Il faut, parce que le cinéma est populaire, est un art populaire, il faut qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc, si cette profession de foi dit quelque part un souci de lisibilité la plus complète d'un drame, ces lignes sonnent peut-être surtout comme une réaction. Une réaction à quoi dans la bouche de Fescourt? À l'avant-garde. L'avant-garde, quelque part, on va dire des purs, des avant-gardistes, des fameux cinégraphistes de Germaine Dulac et de ses épigones, si vous voulez, qui ne souhaitaient plus voir sur l'écran, alors ainsi qu'il l'écrit dans un autre ouvrage, celui-ci moins connu, où il s'était amusé à les brocarder, ces cinégraphistes, donc ces épigones de l'avant-garde française, avec son ami Jean-Louis Bouquet. Alors vous pouvez lire cela, ça a été réédité il y a quelque temps par le Centre Jean Vigo à Perpignan, sous la direction de François-Ami de la Brotec d'ailleurs. L'idée est l'écran. Donc, Fescourt, quelque part, si vous voulez, chercher à brocarder ces gens-là, dont il dit qu'il ne souhaitait plus voir sur l'écran que des luminosités sans signification matérielle, des lignes, des surfaces, des valeurs mouvantes se cherchant et se conjuguant, symphonie visuelle émouvante par ses seules ressources plastiques. Ainsi que l'écrit à juste titre dans un bel article Bernard Bastide, Ces Misérables, en fait, est l'occasion manquée, ou plutôt l'occasion rêvée pour Fescourt, d'ériger quelque part un brillant contre-feu à l'avant-garde et de donner au spectateur sa propre conception de l'art cinématographique. Et lorsqu'à la sortie du film en 1925, le cinéaste déclare toujours dans Ciné Magazine, et je remercie la bibliothèque de la Cinémathèque qui m'a permis d'avoir accès à toutes ces archives, donc, toujours dans Ciné Magazine, et en référence à la suite de Jean Valjean dans la montagne après le vol des chandeliers, il déclare qu'un arbre déchiqueté, une lueur dans le ciel ont pour moi une valeur plus forte que des ingéniosités d'ordre photographique. Il n'est plus guère difficile de comprendre, évidemment, que son adaptation ne se range pas du tout du côté de ces fameux purs, du reste tout à fait hostile à toute forme de récit. D'ailleurs, Fescourt poursuit en déclarant vouloir qu'on pu dire « Les Misérables sont une œuvre classique ». Je sais bien que classique peut signifier aussi courant, habituel, déjà vu. C'est qu'on oublie souvent, alors là, évidemment, je vais te donner du grand moudre. C'est qu'on oublie souvent que toutes les recherches ne visent point seulement la forme, mais le fond. Alors, dans la bouche de Fescourt, comment s'exercent ces fameuses pressions sur le fond, si vous voulez, et qu'il qualifie en un sens de classique. Alors, c'est ce que je propose de regarder immédiatement. Elle s'avère être, si vous voulez, ces pressions sur le fond, je vais essayer de reprendre les termes de Fescourt, en un sens classique, le synonyme, d'une mise en scène discrète, épurée, synonyme sur le plan stylistique, bien évidemment, une mise en scène sans effet, si vous voulez, la plus discrète possible. Et à bien regarder Ces Misérables, comment ne pas être surpris, en effet, par l'extrême sobriété, vous le verrez demain au TNT, de sa grammaire cinématographique, si bien que lorsque le cinéaste, évidemment, dans ce film, procède à un travelling, on le remarque tout de suite. Vous le verrez.
pris dans cette, si vous voulez, dans cette syntaxe très, très épurée, évidemment, tout de suite, dès qu'un effet un peu différent se détache, apparaît, il se détache, bien évidemment. Peu s'en faut donc que la syntaxe filmique sacrifie ici à un principe de très, très grande économie, lorsqu'on considère, par exemple, seulement le découpage, qui se limite le plus souvent, on va dire, au raccord de direction, au raccord dans l'axe, très, très, très souvent, ou au raccord à 90 degrés, et vous verrez avec couverture de la scène, l'un dans l'autre, pour aller vite, en 2 valeurs de plan, un plan plutôt rapproché, un plan de demi-ensemble. Et sa grammaire cinématographique ne va guère pas au-delà de cela. Que Fescourt ait rechigné au formalisme ne signifie pas qu'il se soit pour autant totalement interdit, ça et là, quelques effets. Là encore, leur usage est très modéré et fait peut-être aussi que nous le remarquions, d'autant plus. Ainsi, le traitement, par exemple, fantastique de la forêt anthropomorphe peuplée d'animaux. Alors, une diapo, je vous... Peut-être... Voilà, vous la voyez apparaître, avec l'arbre déchiqueté dont je parlais tout à l'heure. Hein, chose que ne traite pas du tout Hugo, hein, dans la suite de Jean Valjean après le vol des chandeliers. Donc l'arbre déchiqueté, dessous la forêt anthropomorphe, par contre, là, Hugo, on va dire, là il suit à peu près Hugo, de ce point de vue-là, mais c'est, on va dire, un effet de style un peu surprenant, fantastique dans le film, au regard de l'ensemble de la grammaire cinématographique. On est très loin, on va dire, des procédés retenus jusqu'alors. De même, ici, par exemple, vous voyez, toujours dans cette séquence, l'utilisation des surimpressions. C'est le seul moment où vraiment, enfin, un des rares moments où il utilise cette technique, bon, très connue évidemment à l'époque, et qui apparente la Thénardier, si vous voulez, à cette espèce de chien enragé à la gueule écumante. Ainsi encore, le traitement expressionniste des ombres lors de la tentative de meurtre de Monseigneur Myriel, qui n'existe pas dans le roman. Il ne tente pas de tuer Monseigneur Myriel dans le roman. Il est surpris, il est évidemment, on va dire, pour moi, c'est le premier moment, le premier stade de conversion peut-être de Jean Valjean, parce qu'il y a une lueur qui le frappe à ce moment-là. Mais jamais Hugo n'écrit qu'il a la tentation d'assassiner Monseigneur Myriel. Or, dans le film, vous verrez qu'il est sur le point, évidemment, quand le poignard croise le crucifix, son geste s'arrête. Voilà. Donc voilà, une utilisation très stylistique de l'ombre, par exemple, dans un esprit expressionniste bien connu de Fescourt, ou encore l'effet, on va dire, oratisé, comme disait le leitmotiv, d'ailleurs c'est un leitmotiv tout au long du film, la figure oratisée de Monseigneur Myriel est décontextualisée tout au long du récit. Bon, en dépit de ces, on va dire, quelques effets formels, très rares, hein, donc la grammaire filmique des Misérables reste dans l'ensemble très discrète. Et en écho à ces recherches qui font pression sur le fond, plutôt que sur la forme, il faudrait aussi évoquer, vous verrez, l'extrême attention apportée au costume et au décor. Mais passons. Reste enfin la manière dont Fescourt, on va dire, la manière dont ces pressions sur le fond, en un sens classique, s'exercent sur, on va dire, la conduite du récit. Alors, c'est là que je voulais vous montrer deux extraits. Vous l'avez compris, on l'a dit, Fescourt, avec cette adaptation, préconise un découpage, le plus lisible qui soit, et cherche donc à être aussi le plus fidèle qui soit. Cela étant, l'œuvre titanesque, évidemment, à laquelle il s'emploie en 1925 avec ses Misérables, couvre, selon les éditions, à peu près 1500 à 2000 pages. Donc, de toute façon, coupe, il devra y avoir. Yves Reboul en a parlé de quelques-unes. Donc, la réduction, il y aura, mais ces réductions, c'est là que peut-être on peut rentrer un peu plus dans le détail
il est très intéressant de voir que les réductions auxquelles procède le cinéaste ne touchent pas seulement, on va dire, des situations narratives ou des éléments narratifs importants, mais c'est-à-dire par retrait pur et simple d'un personnage, on a parlé du père Boeuf tout à l'heure, mais ou retrait d'un élément narratif important, elle s'exerce aussi, on va dire, par des procédés narratifs qui sont spécifiques et que le nouveau médium permet. Et c'est là un petit peu que le cinéaste veut mettre à profit, si vous voulez, et affirmer quelque part la singularité de cet art nouveau qu'est le cinéma, que son ami et critique Ricciardo Canudo vient de sacrer donc très récemment 7e du genre. Et je crois qu'il y a une volonté chez Fescourt de montrer évidemment le degré de maturité auquel il est parvenu au niveau des techniques narratives pour, à l'occasion, procéder à des micro-réductions, si vous voulez, qui n'affecteront absolument pas le sens de l'œuvre, hein, comme c'est le cas, de mon point de vue, dans l'adaptation de Raymond Bernard, qui se permet des relectures de l'œuvre hugolienne assez stupéfiantes, hein, mais qui lui permet, quelque part, si vous voulez, de gagner du temps. Donc c'est de la réduction, mais toujours dans cet esprit qui est d'optimiser le récit, donc rester fidèle à Hugo, mais optimiser le récit et garder pour cap le personnage de Jean Valjean, hein, c'est la figure maîtresse, quelque part, et rester aussi le plus fidèle au livre lui-même. Alors, je vous montre un premier extrait. Donc, c'est la scène à la masure au Gorbeau. C'est ça. Regardez bien ce qui se passe là. Explique un peu quand même. Non, je ne veux pas sur les images, mais... Regardez bien là. Voilà, donc c'est en tapant sur la cloison que, par exemple, ici, Thénardier fait tomber un petit bout de mur qui libère donc ce fameux... le trou, hein, le trou qui va dans la cloison. Alors, si vous voulez, voilà, c'est le premier réfait, procédé, je vais dire, que je qualifie moi de substitution, et qui est relatif, en fait, au montage. Donc, dans le 8e livre, le mauvais pauvre correspond donc au moment où Marius, ici, découvre le galetas où vivent ses voisins de la masure au Gorbeau, les Jondrette, soit les Thénardier, ce qu'il ne sait d'ailleurs pas encore. Alors, comment s'introduit-il dans le repère des Thénardier chez Hugo? Par hasard, en scrutant longuement ce mur où il remarque, je cite l'auteur, un trou, où il remarque, en regardant le mur, si vous voulez, un trou triangulaire dont le plâtras qui avait dû le boucher était absent, et en montant sur la commode, on pouvait voir par cette ouverture dans le galetas des Jondrette. S'ensuit, idée géniale, on le sait, tout le récit du guet-apens en focalisation interne, observé par Marius depuis donc ce fameux trou triangulaire dans le mur. Dans le film de Fescourt, vous le voyez, c'est Thénardier qui, éructant et frappant violemment contre le mur, fait tomber le plâtras dont la chute attire l'attention de Marius et libère un vide d'où il observera ensuite les Jondrette. Donc, que fait Fescourt ici? Il remplace la description du mur, peut-être un peu trop longue à ses yeux, par un simple geste, donc celui de Jondrette, suivi de la chute du plâtras que vous venez de voir. Et Fescourt fait ainsi sienne une spécificité propre au nouveau médium qu'il utilise, le cinématographe, donc, ou le cinéma maintenant, en 1925, le montage, il met en avant le montage différentiel, ce qu'on appelle le montage qu'il a appris évidemment chez Griffith, lequel vise par substitution, évidemment, non pas peut-être, ou à peine un peu à réduire, mais surtout en fait à optimiser le récit. Vous voyez, un effet d'optimisation du récit et qui ne trahit guère Victor Hugo, si vous voulez, puisqu'il gardera l'idée de regarder la scène à travers le trou. Mais c'était la façon d'amener, si vous voulez, d'amener
Marius a regardé depuis l'appartement d'à côté, qui est différente. Et dans l'autre exemple que je vous ai montré, à savoir donc ce moment où juste après la visite à la masure Gorbeau, les Leblanc s'en vont, et que Marius donc a reconnu elle, comme il écrit, la jeune fille donc du jardin du Luxembourg, et il décide donc de leur emboîter le pas pour, je cite Hugo, ne pas la reperdre après l'avoir si miraculeusement retrouvée. Et dans le roman, une fois dehors, Marius, rappelez-vous, rappelez-vous peut-être pas, mais j'essaie de vous rappeler la scène, telle que l'écrit donc Victor Hugo. Marius aperçoit le fiacre des Leblanc qui s'éloigne. Elle, un cabriolet de régie, mais son cocher refuse de le conduire car il n'a pas de quoi payer la course, perdant ainsi, écrit Victor Hugo, pour 40 sous, sa joie, son bonheur et son amour, puisqu'il n'a pas l'adresse de elle, donc Mademoiselle Ursule, comme il appelle provisoirement, etc., etc. Dans le film, vous voyez que c'est différent. Marius sort, court après le fiacre, mais le perd de vue car il arrive à l'angle de la rue au moment même où celui-ci tourne au loin à l'angle d'une autre rue, si bien que le jeune homme ne le voit pas. Et en fait, si vous voulez, Fescourt, ici on le voit, opte pour une réduction partielle qui n'a aucune incidence sur le récit lui-même, ou sur la nature du récit. Mais il opte pour en fait un effet ce que j'appelle moi de condensation narrative qui le doit là encore aux particularités du nouveau médium. C'est la spécificité du nouveau médium qui quelque part, l'y autorise, lequel permet de jouer sur un plan scénographique, là, ce n'est pas un effet de montage, mais c'est sur le plan scénographique, et de manière d'ailleurs tout à fait subtile de sa part, de jouer conjointement de la profondeur de champ et du mouvement de la scène dans l'espace et dans le temps. C'est au moment où Marius arrive, débouche dans la rue, on voit juste le fiacre disparaître, il se retourne, il n'est plus là. En fait, il utilise le temps et l'espace, qui est une spécificité du nouveau médium, pour créer un effet ici de réduction qui n'a aucune incidence sur le récit lui-même, mais qui lui permet aussi de gagner du temps. Donc, ce ne sont pas des coupes importantes, mais c'est une façon pour lui chaque fois de gagner un petit peu, tout en restant fidèle le plus possible à Victor Hugo. Mais ce que je voulais, donc, pour terminer, ce que je voulais mettre en avant ici, c'est l'idée que Fescourt, tout en restant fidèle à l'auteur lui-même, tout en restant fidèle le plus possible à l'auteur lui-même, sans user de façon trop excessive et trop ostentatoire d'effets formels, se saisit, si vous voulez, de cette nouvelle grammaire que lui met à sa disposition le langage filmique, mais de façon, il l'utilise de façon très discrète et quand même toujours pour mettre en avant l'idée que c'est un art nouveau qui, par ses spécificités lui-même, permet, si vous voulez, d'entrer dans une adaptation de façon aussi à l'aise, quelque part. Il y a cette idée un petit peu chez Fescourt. On n'altère pas le roman, quelque part, la nature du roman, on n'altère pas le récit, et on utilise la spécificité du langage filmique pour conduire une narration sans user de procédés trop formels qui le rattacheraient à un courant de l'histoire du cinéma à cette époque-là, l'épure, si vous voulez, enfin, ces ultramodernes, si vous voulez, dans lesquels, en fait, il ne se reconnaît pas. Et alors, ces effets d'intensification ou de réduction, quelque part, ou de contraction, plutôt, il faudrait dire, n'ont pas d'incidence, je le disais. Mais, cela étant, quand même, et je conclus, le projet, me semble-t-il, de Fescourt, c'est de ne jamais perdre dans le roman Jean Valjean. Et quelque part, donc, il met de côté, comme le disait Yves Reboul tout à l'heure,
tous le caractère, disons, pour aller vite, digressif et la manière dont Victor Hugo aussi a conçu son roman, où ces pièces, si vous voulez, digressives, je ne sais pas comment les appeler, disons provisoirement digressives, sont aussi, portent un discours particulier dans le roman, et qui fait aussi la nature même du roman. C'était aussi un roman, c'est la philosophie sociale et la portée politique du roman qui, quelque part, s'exprime à travers ces moments d'échappée ou de digression de la part de Victor Hugo. Et quelque part, Fescourt, Yves le disait tout à l'heure, en réduisant et en éliminant, mais comment faire autrement d'ailleurs? Là, c'est toute la question pour quelqu'un qui adapte un roman. Comment faire pour introduire un narrateur, un auteur-narrateur, si vous voulez, mais de toute façon, en réduisant et même en éliminant ou coupant la parole à l'auteur-narrateur Hugo, c'est quelque part la philosophie sociale du roman et sa portée politique qu'on altère. C'est ce devoir du penseur d'aujourd'hui qui est écrit, Victor Hugo en fermeture de l'Argot, d'ausculter la civilisation. Et c'est quelque part ce devoir du penseur d'aujourd'hui qui est d'ausculter la civilisation qu'on affaiblit quelque part au bénéfice d'une lecture peut-être, en effet, peut-être, alors chrétienne, peut-être, ou disons catholique dans le roman, dans le film, plutôt que dans le roman. Et lorsque dans ses mémoires, Fescourt, 35 ans après la réalisation de Ces Misérables, note cette petite phrase, je conclus. « Je rends grâce au ciel d'avoir pu, au cours de ce travail, ne point trop passer sous silence le scandale de l'injustice sociale humaine. Peut-être formulait-il, en effet, à demi-mot, une crainte diffuse qui ne l'avait en fait jamais quitté. » Voilà. Bon. Alors peut-être, je propose qu'on donne le micro peut-être à la salle dans un premier temps, s'il y a des questions si vous avez des questions à propos de ces éléments d'adaptation qu'on a évoqués, car après nous allons, ou alors on enchaîne immédiatement. On enchaîne donc maintenant, parce que nous voudrions, Béatrice de Pastre, donc voudrait vous parler du travail de restauration de ce film qu'elle a effectué avec son équipe, donc, et que l'on verra demain dans sa version inédite teintée, au TNT, accompagnée par Carole Beffa. C'est égal, on enchaîne. Comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Ce serait pas mal. Une série de questions? Si vous en avez, peut-être quelques questions sur ces éléments d'adaptation. Moi, peut-être pour lancer, j'aurais peut-être juste une petite remarque. Il me semble que l'épisode de l'arbre déchiqueté, il est quand même présent au moment où Jean Valjean se rend compte en fait du préjudice fait à Petit Gervais. Il se retrouve face à un arbre complètement dépouillé de feuilles au sommet d'une colline dans la garrigue, et il y a l'ombre de l'arbre qui tombe sur la pierre sèche. Et je pense que c'est peut-être de cette façon-là que Fescourt a rattrapé cette idée de non, je ne pense pas, personnellement. Ce plan existe dans le film, vous le verrez. On voit donc Petit Gervais, donc la scène avec Petit Gervais, la pièce qui tombe, etc. Petit Gervais s'en va, et là il réalise qu'en fait... Et il le poursuit, il essaie de le retrouver, et on le retrouve un peu plus tard, vous le verrez dans le film, accablé tout d'un coup, et là il réalise qu'il a fauté, etc. Et on le voit accablé, et derrière lui, en effet, il y a un arbre. Alors, par contre, pas du tout chétif comme celui que j'ai montré tout à l'heure. C'est un arbre plus cossu, plus vigoureux, mais en effet, un arbre sans feuilles, car on imagine que nous sommes en hiver, et qui n'est pas tout à fait mort d'ailleurs, semble-t-il, et qui est, je pense, la réponse visuelle au commentaire de Victor Hugo. Par contre, ensuite, on voit cet arbre déchiqueté, comme le note Fescourt,
qui est associé à un plan d'ailleurs dans le film, qui est un leitmotiv, donc d'espèce de clarté lunaire qui renvoie à la scène avec Monseigneur Myriel, qui traverse tout le film comme un leitmotiv et qui rappelle toujours en fait à Jean Valjean dans le film, c'est une espèce de rappel, qui rappelle à Jean Valjean un peu la mission qu'il s'est donnée de ne jamais trahir évidemment Monseigneur Myriel. Et cet arbre déchiqueté, je pense que l'évocation que fait Fescourt dans ses mémoires de cet arbre déchiqueté va dans le sens justement d'un éclairage un peu formel sur un peu la mission qu'il se donne, mais qui, je pense, pas tout à fait la réponse à la scène dont vous parlez, Béatrice, à propos de qu'on trouve chez Hugo. Ce sont deux choses différentes. C'est possible, parce qu'il y avait cette volonté aussi de montrer la sécheresse, l'aridité oui, en fait du cœur de Jean Valjean à ce moment-là. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a en fait la conversion et la marche vers une autre façon d'être au monde. Alors, le micro. Voilà. Non, c'est moi qui parle pas dans le micro, oui. Ouais. Ah. Bon, mais s'il n'y a pas de questions particulières sur voilà, ces problèmes quand même, tout à fait. Si, monsieur. Oui. Un micro. Vous parlez un peu plus des adaptations, parce que, bon, c'est bien, mais ça m'a resté un peu, surtout cet parallélisme que vous avez fait avec le cinéma japonais, dans lequel je crois qu'il y a quelques films notables. Et moi, dans ma mémoire aussi, on parlait dans ce moment du film de Kota Favi, qui, à mon avis, c'est un des films que je connais, qui est aussi intéressant. Hein. Bon, peut-être ça... Bon, c'est un sujet qui m'intéresse, je veux dire. Oui, enfin, je ne sais pas si... Alors, on n'a pas, ni les uns ni les autres, revu toutes les adaptations de Victor Hugo. Là, il nous aurait fallu plusieurs semaines. Et effectivement, il y en a quelques-unes qui sont tout à fait marquantes. Il y a le Gavroche, le film soviétique, absolument extraordinaire, du début des années 30, qui est aussi un film qu'il faudrait absolument revoir. Les adaptations sud-américaines, la version mexicaine que moi je ne connais pas, mais qui doit être aussi quelque chose de tout à fait étonnant. Puis on peut parler aussi des adaptations plus modernes, contemporaines. J'ai vu dimanche dernier, j'ai regardé la comédie musicale sortie l'année dernière. Alors ce qui est étonnant, moi dans toutes les adaptations que je connais, c'est la seule fois où l'on voit justement l'éléphant. L'éléphant de la Bastille, et dans cette adaptation, pas exploité bien évidemment très longuement, d'ailleurs comme tout le reste du film, puisqu'en à peine 2 heures, effectivement, on parcourt toute l'histoire des Misérables. Donc il y a, je pense, 4 ou 5 plans simplement sur cet éléphant. Mais il y a, par exemple, voilà, ce trait dans cette adaptation tout à fait contemporaine et qui replace cet éléphant d'ailleurs dans une place de la Bastille un peu fantasmée, un peu bizarre, qui a un mélange, je pense, plus une adaptation de la place de la Concorde que de la Bastille à l'époque où l'éléphant devait s'y dresser. Parce que je vous rappelle que cet éléphant était en fait la maquette d'une statue qui devait être érigée en souvenir de la Bastille. Et en fait, bien évidemment, c'est pas cette option qui a été retenue, mais on a construit une colonne avec un très très beau génie en son fait, mais pas du tout cette statue qui était, et sur laquelle justement Hugo fait tout un développement, le symbole de cet éléphant dans lequel se réfugie Gavroche et qui est l'enfant de Paris au milieu de ce mastodonte qui symbolise la Révolution. Je pense que c'est peut-être un peu dommage justement que les différentes adaptations cinématographiques n'aient pas travaillé ce motif qui est, je pense, tout à fait intéressant. Mais bon, c'est un peu difficile on n'a pas étudié suffisamment l'ensemble des différentes adaptations pour entrer, je pense, cet après-midi plus avant dans ces comparaisons. Mais c'est sûr que c'est un sujet absolument formidable à suivre. Merci.
Oui, j'aurais une question. Tout à l'heure, Yves a dit que Fescour n'avait pas utilisé particulièrement les textes, enfin, comment on appelle ça exactement techniquement, les panneaux de texte. Les intertitres. Les intertitres, Oui. voilà. Pour d'éventuelles digressions, mais tu as dit en même temps, toi, Philippe, qu'il avait tenu à tout faire lui-même, y compris donc ces textes. C'est ça, ces intertitres sont écrits par Fescour lui-même. Oui. Est-ce C'est qu'il y ce a... qu'il déclare dans Voilà, oui. la foi élémentaire. Alors, est-ce qu'il y a un traitement particulier ou original de ces textes, ou est-ce que c'est ce qui se faisait à l'époque de manière très classique? Quelle utilisation? Est-ce qu'il fait une utilisation particulière de ces intertitres, ou bien non? Bon, sans doute non. Je crois que je vais vous montrer quelques. On peut les regarder. Difficile d'en parler Ça sans les permet de voir. On ne comprend pas. de faire la- parce que, Oui. non, parce qu'il y a énormément d'échos et on comprend. Oh, je crois Voilà, qu'il les vaut mieux, forces à parce voix. que. On a- Ah non. Ah oui, oui, voilà, tout à fait. il les rédige. Voilà, on peut. Oui, Voilà. il les rédige, ça. Je vais vous montrer. On peut les montrer maintenant. On peut le montrer maintenant. Quelques pages, 4 ou 5 pages en fait du scénario, puisque c'est Fescour qui écrit le scénario et c'est lui-même qui adapte le roman. Et son travail là est tout à fait intéressant. Justement, il est tout à fait intéressant de comparer ce qu'il retient en fait pour son adaptation au roman, et il y a de véritables citations en fait de Hugo. Il extrait les intertitres et même certaines descriptions de séquences du texte. Aujourd'hui, on dirait que c'est un copier-coller quasiment. C'est vraiment tout à fait passionnant de voir à quel point il va suivre le texte. Et pour entrer dans la technique de la restauration, il y a eu des moments quand le manuscrit n'était pas très très clair. Il suffisait de retourner vers le roman pour retrouver le mot qui manquait en fait. Donc il y a vraiment une fidélité tout à fait profonde là au texte Hugo. Et je pense quand même là par rapport à cette rédaction des intertitres, c'est qu'il y a cette volonté d'être fidèle au roman, et puis aussi de ne pas alourdir la narration par effectivement de très longs intertitres qui auraient pu être des condensés en fait de ces digressions. Je pense que la volonté de Fescour est vraiment de laisser le spectateur pris par le récit, et que le récit se suffit à lui-même. Et il est très sobre, justement par rapport aux réalisateurs d'avant-garde comme L'Herbier, par exemple, qui faisait souvent des intertitres très, très longs. Fescour a des intertitres très, très brefs et qui respectent le phrasé, le rythme de la stance hugolienne. Et c'est en ça, je pense aussi que son adaptation est intéressante dans ce respect, mais qui correspond aussi à une volonté chez lui de ne pas alourdir en fait le récit, de laisser vraiment la place à l'image beaucoup plus au texte. Tout à fait. Voilà. Non, mais Les images qui mais montrent. j'ai fait une comparaison avec Griffith là, et je repasse par exemple à certains intertitres de Naissance d'une nation, dans lesquels non seulement les intertitres permettent de faire un bilan narratif, mais quelquefois ils soulignent lourdement et malheureusement parfois dans un sens qu'on assumera difficilement le sens du récit. Par exemple, pour défendre sa race, il fait ceci et cela, etc. Puis c'est un film raciste, Naissance d'une nation, etc. Il n'y a rien de tel chez Fescour, absolument rien. Je crois d'ailleurs que les intertitres reprennent du texte de Hugo, il faudrait voir ça de près, surtout les dialogues. Oui, tout à fait. Surtout les dialogues. Oui, c'est des phrases qui sont dites vraiment par les différents et qui lui personnages. paraissent majeures. Voilà. Ah oui, voilà, des phrases qui paraissent vraiment majeures à ses yeux, comme quand le moment où avec Javert, le moment où finalement il libère Javert lors des émeutes dans la rue de la Chanvrerie, et où de mémoire, Javert il s'éloigne, Javert se retourne, lui dit quand même, tu es moi, vous ne pouvez pas me laisser partir sans me tuer, quoi. Et cette petite réplique de Hugo, elle apparaît
en intertitre, parce que je pense que évidemment, c'est quelque part tout Javert qui passe dans cette réplique pour Hugo, et je pense qu'il a bien perçu. Et ces éléments de dialogue, très courts en plus, très courts, permettent de mettre l'accent sur à la fois des éléments essentiels, mais aussi des éléments de dialogue qui en disent long ou sur la situation narrative ou sur le personnage lui-même. C'est pour le cas, par exemple, je me souviens de Javert, mais il y a d'autres cas. Après, pour les intertitres, il n'a pas cherché à enluminer les intertitres comme ça a pu se faire sur le plan, on va dire, plus graphique, enluminer les intertitres comme ça a pu se faire dans certains films, notamment les films expressionnistes, puisque j'ai fait ce petit clin d'œil tout à l'heure à travers le travail de l'ombre. Non, ce sont des intertitres tout à fait les plus très sobres, hein, très sobres sur le plan graphique. Il n'y a pas d'effet non plus de cinécriture, comme on voit chez Eisenstein, avec des effets de mots qui grossissent comme ça pour donner un impact, hein, une puissance quelque part vocale, si vous voulez, à un dialogue. Il n'y a pas d'effet de cinécriture non plus chez Fescourt. Alors, donc, là, on peut laisser. Voilà d'autres. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. C'est pas très lisible, mais en tout cas, on voit le travail que Fescourt a fait. Alors, c'est un scénario, bien évidemment. Hein. Il y a un texte préalable. On part tourner avec un scénario, et puis au tournage, bien évidemment, il se passe des choses. On tourne ou on ne tourne pas. Donc, effectivement, le scénario va évoluer. Et ces documents étaient très intéressants et passionnants parce que, justement, on voit tout ce qui s'est passé en fait entre le scénario et le tournage. Alors moi, mon intervention cet après-midi était de vous présenter un peu le feuilleton qui a été cette restauration. Si elle n'a pas été épique, elle en a en tout cas été un volume qui dépasse celui du tournage temporellement parlant du film. Même si, et d'ailleurs c'est voilà un effet assez étonnant, le travail technique sur le film, à partir du moment où mes collègues ont vraiment commencé à restaurer l'image, a duré aussi longtemps que le tournage, 8 mois. Hein, c'est le temps qu'il a fallu à Fescourt pour tourner l'ensemble des plans nécessaires au montage du film. Il a commencé à tourner le 24 mars 1925 et il achève le 24 décembre 1925, alors que le premier épisode du film sort le lendemain en salle. Hein, donc c'est un tournage au long cours et nous avons commencé aussi au mois de mars la restauration du film, mais on a fini un petit peu avant, au mois de fin novembre. Donc voilà, on était synchrone avec le rythme de Fescourt. Alors cette restauration est, je pense, emblématique à plusieurs titres, parce qu'elle est d'abord le signe d'une collaboration entre des institutions patrimoniales. L'aventure a commencé il y a 4 ans, lorsque Natacha Laurent et Christophe Gauthier, qui étaient alors conservateurs de la Cinémathèque de Toulouse, ont proposé à la Commission du patrimoine, qui regroupe la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse et le CNC, pour discuter, réfléchir des restaurations à mener à partir des collections nationales, la restauration des Misérables de Fescourt autour de la copie qu'ils avaient analysée, qui appartenait à la collection de la Cinémathèque de Toulouse. Et l'état de cette copie, on dit acétate de cellulose, c'est-à-dire que ce n'est pas un film nitrate, mais c'est un film sur un support de sécurité, mais qui s'altère, devenait inquiétant. Et donc, il était nécessaire d'en faire une sauvegarde. Et ce qui a particulièrement retenu leur attention, c'était le soin apporté au traitement de la couleur dans cette copie. Donc, ils nous ont sollicité pour mettre en œuvre cette restauration. Et on a donc analysé et mis en route cette restauration. Alors, il y a d'un côté tout le travail documentaire qui doit se faire autour du film. Et donc, nous avons pu bénéficier, grâce à Christophe Gauthier
copier du scénario qui était conservé dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Donc un scénario partiellement annoté par Fescourt, donc en termes de matière première, si vous voulez, à partir de laquelle nous pouvions travailler. Et puis d'un côté, l'autre côté, du côté, on va dire, là, vraiment matériel filmique, de l'ensemble des éléments qui pouvaient être déposés dans les collections du CNC, de la Cinémathèque française également, et bien évidemment cette copie de la Cinémathèque de Toulouse. Donc on a commencé de ce côté filmique par comparer tous ces éléments, et nous avons trouvé un négatif qui n'avait pas jusqu'à présent été sollicité par les restaurations, et qui avait un métrage important, beaucoup plus important que le négatif qui avait été sollicité au préalable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a 2 négatifs, enfin au moins 2? Alors c'était des choses tout à fait fréquentes à l'époque. On tournait avec plusieurs caméras, 2 voire 3 ou 4 caméras, ce qui permettait en fait aux réalisateurs souvent de faire des montages différents pour, par exemple, la distribution en France ou pour l'exportation. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec plusieurs négatifs. Un autre exemple, par exemple, j'ai travaillé sur un film à peu près de la même époque, une adaptation de Salammbô qui avait été tournée en Autriche, où là il y avait eu un négatif qui avait été monté pour l'exploitation du film en Autriche, en Allemagne et en Angleterre, et puis un négatif qui avait servi à la copie, enfin la constitution, le montage de copies françaises beaucoup plus longue, beaucoup plus littéraire. Donc voilà, c'est une pratique courante dans les années 20, donc d'avoir plusieurs négatifs. Et les images contenues dans ce négatif correspondaient, étaient vraiment proches, on retrouvait toutes les scènes qu'il y avait dans la copie de la Cinémathèque de Toulouse, dans cet élément. Donc nous avons choisi de travailler sur cet élément qui était le plus long que nous ayons entre les mains. Alors quand on parle de longueur, il faut se rendre compte de ce que c'était à l'origine que Les Misérables de Fescourt. C'était, alors dans la presse, 12 000 mètres, soit 8h15 de projection. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle vitesse c'était projeté, mais voilà, ça faisait 4 épisodes, en fait, d'un petit peu plus de 2 heures. On est arrivé en rassemblant ce négatif et les intertitres à peu près à 8490 mètres. Donc, un métrage qui n'est pas la totalité, bien évidemment, du film, mais un métrage le plus important aujourd'hui, qui a été restauré, puisqu'on précédemment, les restaurations tournaient autour de 7000 mètres. Donc on a aujourd'hui un film qui se rapproche, on ne peut pas dire que c'est le film que les spectateurs, bien évidemment, ont vu dans les salles en 1925. Donc il y a ce travail sur les éléments matériels. Et parallèlement à ça, nous avons travaillé également avec la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, qui conserve toutes les archives Pathé. Alors des archives administratives, mais aussi toutes les collections d'éditions, de revues, de journaux que Pathé éditait à l'attention des exploitants de salles, et qui permettait en fait d'avoir un lien tout à fait direct avec les exploitants, et qui permettait, si vous voulez, de créer, c'est une préfiguration de ce qu'on peut appeler aujourd'hui des campagnes de communication, hein, par exemple, pour Fescourt, alors que le film sort en décembre 1925, le Pathé Journal va commencer à en parler à partir de la fin du mois de février 1925. C'est-à-dire qu'on va tenir en haleine, on va vraiment y avoir un feuilleton sur le tournage du film. On va tenir au courant les lecteurs de ce qui se passe, où est Fescourt, semaine par semaine, où est-ce qu'il en est. Alors on le voit, il y a un reportage de Fescourt à Digne, mais aussi à Grasse, puisque vous verrez demain une partie toute la partie justement où Jean Valjean arrive dans ce village provençal, ce
ce sont les rues de Grasse, alors que la partie avec Monseigneur Myriel, elle est tournée vraiment à Digne, et puis il y a toutes les images de montagne qui sont tournées dans cette région-là aussi. Donc on suit vraiment le tournage, la façon dont il met en scène l'incendie de Montreuil-sur-Mer dans le studio de Joinville, les allers-retours justement avec le petit village de Montreuil, comment est-ce que le maire là aussi met à sa disposition le village. Bon, tout ça, ça permet de comprendre, de se mettre, si vous voulez, dans un état d'esprit qui permet aussi d'appréhender la matière filmique au moment où on va reconstruire en fait le film, puisque le négatif que nous avions n'était pas monté. Alors, une des chances qu'on a eues, c'est qu'à l'intérieur d'une même boîte, il y en avait 17. Il y avait tous les plans, si vous voulez, étaient de la même, on va dire, de la même période. Hein, ne se suivaient pas, mais appartenaient à la même unité, on va dire, narrative. Donc, il fallait remettre en ordre ces plans à l'intérieur de ces unités narratives. C'est une chance parce que parfois, avec les films de cette époque, les négatifs sont conservés par teinte. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble tous les plans qui étaient destinés à être teintés en bleu, tous les plans qui étaient destinés à être teintés en jaune, et ce qui fait que vous avez là un véritable puzzle à reconstituer, encore plus complexe que celui que nous avons eu à mener. Donc, pour ce qui a été de la reconstruction en fait, du film, on s'est bien évidemment appuyé sur la copie de référence de la Cinémathèque de Toulouse et puis sur le scénario, qui était tout à fait intéressant, qui nous montrait un petit peu les lacunes que pouvaient avoir les images, et puis aussi ce que nous ne devions pas en fait chercher, c'est-à-dire toutes les parties qui avaient été, si on peut revenir à certaines pages du scénario, on voit en fait qu'il y a des séquences, des séquences qui ont été supprimées. C'est-à-dire des plans que Fescour avait imaginé tourner, mais qu'au final, il ne va pas. Alors, par exemple, là, on a effectivement tout un ensemble de plans qui disparaissent. Alors, est-ce qu'ils ont disparu au moment du tournage, c'est-à-dire est-ce que Fescour ne les a pas tournés? Est-ce que c'est au moment du montage qu'ils n'ont pas été retenus? Ça, c'est un élément, puisque nous n'avons pas retrouvé ces plans. On ne peut émettre que l'une ou l'autre de ces deux hypothèses sans être catégorique sur leur existence ou pas. Une question, il y a deux types de rayures. Des rayures au gros feutre oui. Et des hachures. Ben oui. C'est peut-être deux moments de la vie du scénario. Par exemple, sur la première page, dans on pourrait dire cette tonalité appuyée foncée, il y a la citation de Victor Hugo. Alors sur la toute première page, je ne sais pas si c'est celle-là. Non, c'est la page 1. On va reprendre la page 1. On voit la citation en fait qui ouvre le film. Donc elle n'apparaît pas sur le réonéotypé dans le film. Voilà, si, celle-là. Ici. Voilà, là. Et elle est manuscrite sur le scénario. Donc c'est un ajout, on va dire, postérieur en fait à la dactylographie du scénario. Mais voilà, nous n'avons pas de documents qui nous permettent d'aller plus avant dans l'interprétation en fait de ce document. Mais en tout cas, si vous voulez, on a donc reconstruit le film avec ces deux fils conducteurs qui étaient la copie et le scénario. Scénario découpage. Voilà, donc c'est vraiment plan par plan, un document tout à fait exceptionnel et qui justement permet de mesurer tout le travail fait par Fescour. Il y a 5 volumes et malheureusement les 5 volumes ne sont pas annotés. Il y en a 3, 2 qui ne sont pas du tout annotés et un qui ne l'est que partiellement, et on en a 2 qui sont entièrement annotés. Ça serait supposé qu'il y en a un qui est relatif au tournage et l'autre peut-être simplement... Ou qu'il n'a pas reporté les indications sur le scénario. Là, on n'est que sur des conjectures en fait par rapport à ces documents.
Donc une fois que le film a été reconstruit, eh bien, la partie technique en fait, de la restauration a commencé, et qui est un travail là aussi long, long et on va dire difficile, et tout en, on va dire, en sensibilité là aussi, puisque on a du matériel, vous allez le voir, qui était souvent très abîmé, à d'autres moments en parfait état. Hein, il y avait dans ce matériel des plans qui étaient d'une qualité, vous verrez, j'espère demain, absolument exceptionnelle, d'autres qui étaient déjà en termes de qualité filmique moins bonne, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'éléments négatifs, mais de contre-types que Fescour avait intégré au négatif. Par exemple, pour tous les plans truqués ou pour les flashbacks, il monte le film à partir d'éléments contre-types. Donc on a une matière hétérogène, donc, dès l'origine, et en plus, eh bien, on a voilà, les traces du passage du temps, c'est-à-dire des rayures, des poussières, un retrait de la pellicule, et également des traces de moisissure, puisque le film moisit, pas forcément parce qu'il a été conservé dans des conditions qui n'étaient pas adaptées à une conservation de bonne qualité, mais parce que l'eau, si vous voulez, est une partie constitutive du film. Il y a de l'eau dans la pellicule, et donc, à un moment ou à un autre, tout film est amené effectivement à auto-générer, on va dire, de la moisissure. Donc, bien évidemment, quand on conserve des bobines de film dans une atmosphère humide, cette propagation et ce développement des moisissures se fait bien évidemment beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ce sont quelques exemples d'éléments qu'il faut arriver à neutraliser, faire disparaître, mais dans le faire disparaître, il faut faire attention à ne pas trop faire disparaître et ainsi altérer la vision que l'on peut avoir du film, alors soit en créant des artefacts numériques, c'est-à-dire des défauts numériques qui vont apparaître parce que vous essayez d'éliminer les défauts de la pellicule argentique, et puis aussi de faire un film qui est un film de 2014 et qui n'est plus un film de 1925. Fescour avait à sa disposition des caméras qui avaient certaines potentialités. Il avait, comme on en a parlé, une façon de tourner qui correspondait effectivement au temps auquel il appartenait. Et la restauration se doit de respecter les conditions techniques dans lesquelles le film a été réalisé. Donc voilà, la restauration est donc voilà, cet équilibre entre essayer de restituer une image propre, visible le mieux possible pour le spectateur, sans pour autant créer voilà, des imperfections, on va dire, numériques, puisque la restauration a été faite en numérique, ou créer ou trahir en fait et la volonté, enfin la vision cinématographique de Fescour et la technique qu'il a utilisée en son temps. Donc on va regarder ensemble quelques plans. Donc pour commencer, un scan qui a été fait de la copie de Toulouse, pour que vous voyez un petit peu la matière de cette copie tout à fait étonnante. Ouais. Donc ça, c'est donc un plan qui est pris au début justement du film, lorsque donc Jean Valjean est dans la garrigue avec les chandeliers. Donc ça, c'était la copie de la Cinémathèque de Toulouse. Maintenant, le négatif dont nous nous sommes servis. Donc, une numérisation en 4K. Et là, vous voyez le travail de restauration numérique. Voilà, ce à quoi on essaye vers ce à quoi on essaye de tendre, avec une stabilisation d'image et en nettoyage. Et voilà, ça, c'est le plan tel que vous le verrez demain soir. Donc, le plan étalonné,
mise en couleur par rapport à la copie de la Cinémathèque de Toulouse et débarrassée d'un certain nombre de poussières, de rayures et d'instabilité. Et donc voilà, les trois éléments côte à côte, hein, la copie à gauche de la Cinémathèque de Toulouse, le négatif et la copie restaurée. Vous voyez, je pense qu'on le verra mieux encore dans cette séquence, voilà, celle-là, certains plans ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes cadrages. Ce qui, là aussi, atteste bien qu'il y a plusieurs négatifs. Donc là, eh bien, la copie de la Cinémathèque de Toulouse a une partie du plan qui est coupée, et même il y a des séquences qui étaient manquantes, brèves, mais très ponctuellement, ces séquences ont disparu, enfin ne sont pas en tout cas dans la copie. Alors cette copie qui appartient à la collection de la Cinémathèque de Toulouse est certainement inscrite dans une collection, dans les collections des offices du cinéma éducateur qui, dans les années 20 et les années 30, ont diffusé très largement les films muets et ont souvent créé, entre guillemets, des copies aussi pour un public populaire et souvent un public aussi de jeunes gens ou de patronage ou d'amicales laïques. Et voilà, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a des plans coupés. Alors là, une comparaison entre le négatif et donc la restauration qui montre le travail de mise en teinte du film et d'étalonnage. Alors, aussi grand morceau quasi absent de l'adaptation, toute la partie sur Waterloo qui se réduit en ce plan et la rencontre de Thénardier et de Pontmercy, alors que vous savez, Pontmercy est enseveli sous des cadavres, mais lui encore vivant, et que Thénardier, le détroussant, se rend compte qu'il est encore vivant et le sauve par là même. Là, le travail d'étalonnage entre le négatif et la restauration, la mise en couleur et étalonnage. Alors ça, c'est un problème auquel on est confronté très souvent, c'est celui de l'instabilité et de la moisissure. Vous voyez là, le négatif était particulièrement instable, certainement donc ayant subi du retrait et voilà, envahi par les moisissures. Donc vous avez vu, la restauration a stabilisé l'image et atténué, mais non pas complètement éliminé les traces de moisissure. Voilà, et là, donc, une image vraiment donc, abîmée, donc une image parcellaire. Et pour finir, pour vous mettre là en appétit, une séquence qui est proche de la fin, on va peut-être attendre 30 secondes. On peut l'arrêter. Oui. Je reviens en arrière. Oui, je voudrais qu'on la reprenne au début, mais je vais parler un petit peu avant. La caractéristique de la copie de la Cinémathèque de Toulouse, c'est donc qu'elle présentait un traitement de la couleur tout à fait particulier dans sa richesse. Vous avez vu, là on a vu des plans verts, des plans jaunes, des plans ambre, et il y a également ce qu'on appelle du mordançage ou du teinté viré, c'est-à-dire que l'image est bicolore. Et avec les procédés de restauration argentique, ce procédé était jusqu'à présent tout à fait difficile et quasiment impossible à restituer dans les tonalités qui étaient celles des éléments originaux que nous avions entre les mains. Et ça, c'est un des grands progrès pour la restauration que les technologies numériques nous permettent de mettre en œuvre, c'est-à-dire que grâce à l'étalonnage numérique, on arrive
à se rapprocher de ce procédé tout à fait particulier qui était mis en œuvre sur ces copies des années 20. Donc on a des plans donc bicolores, les blancs sont roses et les noirs sont bleus, comme on va le voir ici, ou jaune, bleu. Il y avait différentes possibilités effectivement d'associer les couleurs. Alors ces couleurs aussi ne sont pas appliquées au hasard, hein, elles répondent à un code tout à fait particulier et qui était connu des spectateurs. Hein, il n'y avait pas une notice explicative, si vous voulez, voilà, au moment où les spectateurs entraient dans les salles, ils savaient à quoi correspondaient ces codes couleurs. Hein, le bleu, ce sont les séquences de nuit. Le rouge, c'est les séquences de passion, de crépuscule, de feu, de colère. Le vert, alors ici, choisi par Fescourt, caractérise les flashbacks. Alors, une petite incise aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui serait peut-être à réfléchir, quand vous avez parlé justement de Monseigneur Myriel et de ce souvenir, effectivement, de la rencontre avec le conventionnel. Je pense que dans la narration et à cette époque-là, ça aurait voulu dire qu'il fallait commencer par un flashback, le récit. Et je pense que ça, dans l'économie du récit cinématographique à l'époque, c'était difficile de commencer un film par un flashback. C'est une hypothèse, mais je pense que c'était un peu compliqué. Et alors qu'il va introduire effectivement les flashbacks assez rapidement, au bout d'une vingtaine de minutes, lorsqu'on va avoir effectivement le récit de la vie de Jean Valjean. Enfin, pourquoi est-ce qu'il est arrivé au bagne, et cette extraordinaire séquence également de bagne qui, elle, est en noir et blanc. Et il faudrait certainement aussi peut-être y voir une volonté justement d'épurer le récit de la part de Fescourt et que le spectateur soit confronté à la rugosité, on va dire, du paysage et la dureté de la vie des bagnards. Donc des choix qui ne sont pas du tout dus au hasard, mais un adjuvant, si vous voulez, au récit. Qui est un procédé en fait qui soutient le récit, qui soutient l'attention des spectateurs et qui fait partie de la culture, si vous voulez, spectatorielle de l'époque. Donc les spectateurs, si vous voulez, étaient en connivence avec ces teintages. Et ces teintages sont, dans cette copie, tout à fait exceptionnels. Et on a essayé de les restituer au plus près de ce que c'est. C'est pas bien évidemment des copies conformes. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, des nuances peut-être que l'on n'a pas encore réussi à atteindre, mais on s'en rapproche vraiment tout près, en sachant aussi que l'idée, qu'il ne faut pas dire que ce que vous allez voir, c'est ce qu'ont vu les spectateurs en 1925, puisque la copie de la Cinémathèque de Toulouse, elle nous est parvenue en 2010. Après, c'est une copie de 1926, c'est la plus vieille copie aussi qu'on connaisse du film, puisque la copie conservée à la Cinémathèque française datait de 1928. Donc, entre 1928 et 2010, il s'est passé un certain nombre d'années. La pellicule a vieilli, les couleurs ont certainement changé, elles ont été dénaturées très probablement. Donc la restitution que nous avons fait de la couleur, c'est la couleur telle qu'elle nous est parvenue, en 2014 pour le moment, au moment où on s'est attelé à cette remise en couleur du film. Donc de toute façon, l'objet qu'on a aujourd'hui entre les mains, si vous voulez, c'est le film tel qu'on peut le voir aujourd'hui à partir des éléments qui ont traversé le temps pour arriver jusqu'à nous. Donc là aussi, c'est une histoire de passage. Hein. C'est cette copie a traversé le temps et on essaie de la restituer telle qu'elle nous est parvenue aujourd'hui. Donc voilà, on peut voir donc une séquence quasi finale. Je vous laisse, j'ai pas mis la toute fin du film pour vous laisser le suspense, mais au moins vous mettre dans l'ambiance de cette fin qui est là aussi très sobre et très émouvante. Je pense que c'est...
Ah, pardon. C'est une... Il y est, hein. Non, la barre, voilà. Ça disparaît automatiquement. Voilà, une grande délicatesse aussi de la part de Fescourt qui, je crois, rend toute la sensibilité de certaines séquences. Vous verrez, par exemple, une séquence que je trouve particulièrement réussie, c'est par exemple quand Jean Valjean apprend à écrire à Cosette et à lire, et ça c'est une séquence intimiste tout à fait, mais traitée d'une sobriété absolument incroyable et qui est particulièrement émouvante, et je pense que voilà, c'est aussi un des points sur lesquels l'adaptation de Fescourt est tout à fait remarquable. Alors là, c'est remis à une cadence qu'on a choisie là aussi à 20 images secondes, qui nous semblait restituer le caractère naturel des gestes. C'est une période 1925 où on n'est plus exactement à 18 images secondes. On n'est bien évidemment pas encore à 24 images secondes. Et voilà, c'est pour chaque film, si vous voulez, il faut arriver à trouver la bonne cadence, qui est en plus pas la même pour chaque film. Hein. C'est pas parce qu'un film date de 1924 que ça va être forcément 24 images par seconde. Là aussi, toute la documentation qu'on a pu trouver à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé était importante, puisque ça nous permettait justement de savoir un peu quel type de caméra. Ce sont des caméras encore manuelles, donc le rythme de prise de vue n'était pas le même forcément d'une prise à l'autre. Donc c'est un choix que nous avons fait avec Natacha Laurent de remise à cadence à 20 images secondes. On a testé 18, on a testé 22. C'est ce qui nous paraissait le plus juste. Mais ça aussi, c'est un choix de restauration que nous avons effectué. Alors, vous avez vu les cartons, les intertitres. Alors, nous avons eu la chance de trouver justement dans les dépôts qui étaient faits au CNC une bobine d'intertitres, donc sur laquelle nous nous sommes appuyés pour recréer une police, là aussi la plus proche possible de celle qui avait été utilisée par Fescourt. Donc on a fait développer une police pour la réalisation des intertitres, pour qu'il soit le plus proche. On le voit dans la séquence qu'on a vue là. Non, voilà, la plus proche possible donc de la police qui avait été choisie par Fescourt. Vous l'avez vu dans l'intertitre, hein? Voilà, donc vous voyez les différentes difficultés auxquelles on a été confronté. C'est un travail qui est en même temps tout à fait passionnant, justement parce que ça a été un travail d'échange entre la Cinémathèque de Toulouse, les équipes du CNC et la Fondation Jérôme Sédou-Pathé. Et je pense qu'effectivement, cette circulation en fait des documents, des idées, ce travail qu'on a pu faire ensemble, nous permettent aujourd'hui d'avoir une restauration qui, aujourd'hui, parce que je pense que dans 10 ans, on pourra faire quelque chose de tout à fait différent, est assez juste et assez fidèle, là aussi, non pas à Victor Hugo, mais à Henri Fescourt.